Bien, je vais donc commencer cette partition pour voix solo et aucun orchestre. Alors, nous savons tous que la relation entre activité mathématique et création artistique est très ancienne. Nous savons que déjà les pythagoriciens nouaient la science du nombre non seulement au mouvement des astres, mais aussi aux modes musicaux. Nous savons que l'architecture babylonienne et égyptienne supposait un savoir géométrique élaboré, même si la notion de démonstration n'était pas encore clairement dégagée. Et plus anciennement encore, on trouve des tracés formels ou abstraits, mélangés à des représentations animales dans les grandes décorations préhistoriques, sans que nous sachions précisément à quoi renvoient ces mélanges, mais ils attestent très lointainement dans le passé de cette relation entre représentation imagée et tentative de formalisation. Alors pour le philosophe que je suis, l'entrée dans notre question se fait comme beaucoup d'autres par la disposition contrastante de Platon et d'Aristote. Alors pour Platon, la mathématique est fondamentale au sens où elle est médiatrice entre l'expérience, la relation au monde sensible, d'une part, et la pure intellection ou mouvement dialectique, d'autre part. Platon exalte la mathématique d'un point de vue qui la rapporte à l'être en soi, dont la forme, comme vous le savez tous, est ce qu'il appelle l'idée. En même temps, il voit aussi l'impureté de la mathématique résultant de ce qu'elle doit affirmer ses hypothèses, on dirait aujourd'hui ses axiomes, sans pouvoir les déduire, les inférer d'un principe plus général. De là, dit Platon, son infériorité par rapport à la dialectique, mais qui ne doit pas dissimuler sa supériorité sur toutes les formes de savoir empirique. Et d'autant plus, naturellement, que la mathématique est plus structurale, moins engagée dans des intuitions invérifiables, plus formelle. Platon aurait sûrement admiré les constructions raffinées de Galois ou de Grothendieck. Il aurait applaudi la vision objectiviste, ontologique des mathématiques, celle de Kronecker, par exemple, qui disait que les nombres nous sont donnés. Et dans l'ordre de la philosophie contemporaine des mathématiques, il se serait rallié au réalisme simple de Gödel, par exemple, ou au réalisme dialectique d'Albert Lottmann. Alors l'art, de son côté, comme vous le savez aussi, est tenu en suspicion par Platon, par la complaisance qui, d'après lui, est la sienne à imiter les objets naturels. On pourrait dire que Platon est le premier formaliste au sens très précis d'une théorie des formes. Et vous vous doutez bien que dans cette question du rapport entre mathématiques et art, la question des formes et de la théorie des formes est motrice. Pour Platon, tout mouvement de pensée véritable vise une forme qui est arrachée au réel et qui le transcende. Les arts imitatifs, poésie descriptive ou peinture, restent captifs d'une forme immédiate, juste au bord de l'informe, au lieu de s'en séparer fortement pour exposer une forme pure, dont pour Platon les formes immédiates ne sont que des conséquences faibles. Platon stigmatise les effets purement décoratifs ou purement mélodramatiques, par exemple de la peinture en trompe-l'œil dont il parle, ou des tragédies sanguinolentes. Enfoncer les gens dans une sorte de stupeur illusoire ou cultiver en eux les affects sensationnels, les détourne de l'idée, les accoutume en fait à l'informe, et selon Platon, c'est une manière de les corrompre pour mieux les dominer.
Alors toutefois, dans ce qu'ils ont de meilleur, le monde sensible et son imitation artistique peuvent aussi jouer le rôle d'une médiation vers l'idée. Non du point de vue de la pensée, ça c'est les mathématiques, mais du point de vue de l'affect. L'admiration amoureuse pour la beauté d'un corps ou d'un poème élégiaque peut servir d'entrée à la saisie, non moins admirative, de l'idée du beau. L'art, en somme, s'il s'astreint, pourrait-on dire, à une sorte de sévérité, s'il se tient plus près de la forme que de sa prétendue origine naturelle ou psychologique, peut au moins désigner vers où il faut chercher la sortie de la caverne. Platon aurait, je crois, certainement reconnu la grandeur de Corneille ou de Poussin, mais aussi celle de Mondrian, de Kandinsky ou de Boulez. Je pense qu'il serait venu avec plaisir ici même à l'occasion de l'exposition Soulages. Ce qui aurait fait plaisir à Soulages, je pense. Il aurait aussi apprécié la volonté didactique de Bertolt Brecht. Son idée que le théâtre est fait pour ruiner les illusions du public et montrer l'envers du décor social et politique. Au fond, pour Platon, la mathématique joue dans l'ordre du vrai le rôle qu'un art épuré peut jouer dans l'ordre du beau. Et ce rôle est celui d'une médiation, d'une introduction au pouvoir émancipateur de la dialectique. Ce qu'apparente l'art et les mathématiques est qu'ils nous enseignent l'un et l'autre, juste au bord de ce qui est empirique, mais sans jamais s'y réduire, ce que c'est qu'une forme, nous permettant par là même d'entamer notre ascension vers la saisie, elle, purement formelle, des idées. Alors disons que pour lui, sous l'idée générique de forme, art et mathématiques peuvent être des points de départ de la pensée authentique, l'art se consacrant dans le sensible aux belles formes pousse notre affect dans la direction épurée de l'idée, la mathématique, se consacrant aux structures qu'on peut extraire du réel, pousse notre pensée dans la même direction. À la fin, la différence des deux parcours se concentre dans la dialectique de deux idées, la beauté et la vérité. On pourrait dire que l'art donne l'envoi à la possible vérité du beau, tandis que la mathématique donne l'envoi à la possible beauté du vrai. Alors pour Aristote, les choses sont tout à fait différentes. D'abord, c'est directement et de façon tout à fait explicite que pour lui, la mathématique relève de l'esthétique. Une démonstration n'est pas à proprement parler vraie, elle est essentiellement belle. Aristote développe cette conviction dans les livres Bêta et Mu de la métaphysique, et sa conclusion est sans appel. Après avoir dit, je cite, que les formes les plus hautes du beau sont l'ordre, la symétrie et le défini, Aristote déclare, je le cite encore, le beau est l'objet principal des démonstrations mathématiques. Alors cette conclusion, vous le voyez, se place dans un contexte absolument opposé à celui de Platon. Il n'est aucunement question dans tout cela d'une poussée vers la vérité de l'idée. Si pour Aristote, les mathématiques sont une pure esthétique de la pensée, c'est tout simplement parce qu'elles n'ont aucun rapport avec l'être, avec le réel. Pour Aristote, premièrement, les objets mathématiques, les mathematica, comme il dit, n'ont, en dépit de leur nom, aucune réalité objective indépendante, aucune existence purement intelligible comme chez Platon. Je le cite, « Il est, écrit-il, manifestement impossible que les choses mathématiques
est une existence séparée des êtres sensibles. Mais deuxièmement, il est tout aussi impossible que ces objets mathématiques existent dans le sensible, sans pouvoir en être séparés. Ils n'ont donc pas non plus d'existence empirique. Vous voyez qu'il pose la thèse que les objets mathématiques ni ne sont empiriques, ni ne sont intelligibles. N'ayant ni existence physique, ni existence métaphysique, en réalité, ils n'existent pas. Ils n'existent pas, dira Aristote, ils n'existent pas en acte. Au fond, les objets mathématiques sont des constructions fictives qui consistent à faire semblant d'affirmer l'existence séparée de ce qui, précisément, ne peut pas être réellement séparé. Par exemple, la sphère mathématique existe en séparant la sphéricité de toute sphère réelle. Mais on dira, cette séparation est impossible. Vous ne pouvez pas séparer une sphère réelle de sa sphéricité. Eh bien justement, nous dit Aristote, c'est impossible, cette séparation impossible, c'est la fiction mathématique elle-même. Et sa norme est la beauté des relations simples qu'elle construit à partir d'objets qui n'existent pas. Alors, Aristote aurait aimé, au fond, le pur formalisme axiomatique de Hilbert, qui fait des objets mathématiques des constructions langagières. Il se serait réjoui, je pense, du fameux énoncé de Russell, qui disait en substance qu'en mathématiques, on ne sait pas de quoi on parle, ni si ce qu'on dit est vrai. Il aurait applaudi. Il aurait dit, c'est bien vrai, on fait des fictions impossibles, et on ne sait pas si c'est vrai, on sait simplement que c'est beau. Et il aurait applaudi, je pense, à la présentation par Bourbaki des mathématiques comme un pur jeu d'écriture. Alors du côté de l'art proprement dit, Aristote est tout aussi anti-platonicien. Il exclut des processus artistiques toute vocation à l'idée ou à une révélation de l'être, de même que la mathématique, n'étant ni physique ni mathématique, est en réalité une esthétique, de même l'art, n'étant aucunement une connaissance, relève en fait de l'anthropologie pratique. Ce qui compte est l'acte artistique, son effet sur l'affect du spectateur ou du lecteur ou du témoin. Et l'idée générale d'Aristote est que cet effet est de purification, on dirait peut-être aujourd'hui de sublimation. L'art nous identifie momentanément par des moyens artificiels à des situations d'exception. Et ce faisant, il nous débarrasse des rêveries gênantes et des inhibitions diverses que le réel de ces situations provoque en général sur nous. L'art est une intervention subjective et sociale. Il est en réalité une dimension de l'éthique collective. Aristote, depuis son tombeau, applaudit au mouvement contemporain qui assigne à l'art des fonctions qu'on peut dire de sublimation critique de tout ce qui est violent ou même répugnant. Il se reconnaît, je pense, dans le théâtre de la cruauté d'Artaud, dans la morbidité de l'expressionnisme allemand, dans les chorégraphies du corps exposé, supplicié et souillé. Il partage avec nombre de créateurs contemporains la conviction que ce qui compte dans l'activité artistique n'est pas la forme, mais les faits. Non la vérité, mais la sincérité expressive. Non la séparation, mais l'immanence. Non le différé et l'éternel, mais l'action, ici et maintenant. Aristote regarde d'un œil bienveillant les performances et les installations que Platon ne fréquente guère, je pense. Peu importe la précarité du montage et la pauvreté délibérée de tout, vive le trash, la déchirure, l'excrément, l'horreur cadavéreuse, si tout cela opère sur les témoins une chimie subjective neuve. Alors nous voici donc un carrefour complexe. Premier choix, art et mathématiques définissent-ils des processus
de vérité distincts, bien sûr, mais qui touchent à l'être même de ce qui est, fût-ce dans la dimension pure de l'idée? Ou sont-ils l'un et l'autre, art et mathématiques, dans des registres qui n'ont aucun rapport avec la connaissance vraie de ce qui est, laquelle est physique à coup sûr, peut être métaphysique, mais ne peut être ni mathématique ni artistique? Ou encore, le beau et le vrai désignent-ils des parcours totalement distincts dans leur point de départ et leurs moyens, mais dont la direction est commune? Ou le beau désigne-t-il un domaine de fiction, mathématique ou artistique, séparé du vrai, et dont la portée est esthétique, peut-être même éthique, mais nullement théorique? Deuxième choix, la notion de forme est-elle le point réel où convergent l'art et les mathématiques? Dans ce cas, nous allons avoir une sorte d'intrication, au moins locale, des mathématiques et de certains des arts. On connaît dans le contemporain des formes résolues de cette intrication au niveau de la relation entre mathématiques et musique. Ou alors s'agit-il d'une pure homonymie, le mot forme n'ayant absolument pas le même sens en mathématiques et en art? Dans ce deuxième cas, la forme désignera en mathématiques le cristal langagier des structures et en art le moyen approprié de séduire ou entraîner des sujets, voire même l'inconscient de ces sujets, en isolant, en reformalisant et en exposant des fragments du réel sensible. Alors chacune des options offertes au premier choix se divise à son tour en deux, ce qui génère à ce stade de l'examen, pour ce choix fondamental concernant la connexion ou la disconnexion entre art et mathématiques, 4 options qui, comme toujours, comme font les balises dans un port, vont structurer la grande discussion épistémologique et esthétique sur le rapport ou le non-rapport entre mathématiques et art. Or, supposons que l'on adopte, pour le premier choix, la perspective platonicienne au sens large, selon laquelle mathématiques et art, vérité et beauté, peuvent et doivent être l'un et l'autre dans le plan de l'idée et préparent à la même dialectique. Reste à savoir quelle est l'étendue de leurs différences et lequel des deux a tout de même la préséance ou lequel des deux oriente l'autre. La question peut se dire ainsi: mathématiques et art ont l'un et l'autre de possibles fonctions didactiques pour un sujet qu'on suppose orienté vers l'idée ou orienté par l'idée. Quelle différence entre ces deux dialectiques? Or, la projection philosophique de cette question, c'est-à-dire la différence de la dialectique artistique et de la dialectique mathématique, est très claire. Donnons quelques exemples pour Platon lui-même, mais aussi pour Descartes, pour Spinoza, pour Husserl, et à la fin, si vous me permettez, pour moi-même. Ce sont les mathématiques qui, les premières, sauvent la pensée. Pour Schelling, Nietzsche et Heidegger, pour Wittgenstein ou pour Deleuze, c'est l'art qui ouvre la voie. Nous distinguerons donc, sous le signe commun d'une idée qui peut faire rupture avec l'aliénation de la vie ordinaire, deux tendances. La tendance A dira: c'est la mathématique qui, dans l'histoire de l'humanité, ouvre la pensée à un règne à la fois rationnel et suprasensible de l'idée. À ce titre, elle nous donne un modèle, un paradigme, à partir duquel juger de ce qu'est un art digne de ce nom, c'est-à-dire un art qui affirme lui aussi, à partir de matériaux sensibles, que les sujets peuvent désirer l'idée. Cette tendance, nous la nommons platonicienne, au sens strict. Elle est sans aucun doute la plus éloignée d'un certain nombre de préoccupations démocratiques contemporaines. La tendance B dira: c'est l'art qui délivre d'abord, sous sa forme sensible, la puissance de l'idée.
C'est lui qui élève les sujets au-dessus du ressentiment, lui qui permet la glorieuse affirmation de ce qui est. Comme le soutenait Schopenhauer, sans la musique, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Il ne disait pas la même chose, il ne disait pas sans les mathématiques. La mathématique va parfois dans la même direction, notamment dans les événements théoriques radicaux, voire violents, par lesquels elle s'impose contre les opinions théoriques vulgaires. Ainsi, quand elle affirme que la mesure d'un segment peut être irrationnelle ou qu'il existe une infinité d'infinis différents, l'effet de choc peut nous ramener à la vie véritable. Mais dans son existence ordinaire, qui est académique, elle demeure au mieux un jeu subtil mais inférieur, au pire une discipline asservie aux méfaits de la technique. Cette tendance, nous la nommerons nietzschéenne. Supposons maintenant, donc, vous voyez, la tendance, le premier grand choix se divise en platoniciens et nietzschéens à propos de ce qu'on pourrait appeler la hiérarchie des disciplines. Supposons maintenant que nous adoptions la perspective aristotélicienne selon laquelle art et mathématiques ne sont aucunement dans le plan de l'idée ou de l'être, mais ont des fonctions anthropologiques, des fonctions limitées, esthétiques dans un cas, éthiques dans l'autre. Alors la question qui se pose est de savoir si, de l'intérieur d'une anthropologie générale, on peut ou on ne peut pas unifier ces deux fonctions. La fiction mathématique peut-elle être située sur le même plan que la création artistique? Finalement, le mathématicien est-il un artiste? La tendance C, la troisième, dira que finalement, oui. Quand Aristote lui-même évoque comme critères l'ordre, la symétrie et le défini, il est clair qu'il pourrait parler de l'architecture aussi bien que des mathématiques. L'esthétique mathématique, pour en dire un mot, existe. Nous en connaissons les critères. Il y a le principe d'économie. Une axiomatique est plus belle si on limite raisonnablement le nombre des axiomes que si on les multiplie inutilement. Une démonstration est plus belle si elle est plus courte ou si elle se dispense de moyens compliqués pour parvenir à une sorte de simplicité élémentaire. Il y a aussi un principe de totalisation rationnelle. Une nouvelle théorie est magnifique si elle intègre une foule de résultats antérieurs dispersés et fait apercevoir leur cohérence. Il y a un principe de fécondité. Un théorème est d'autant plus admirable qu'il entraîne des conséquences importantes, y compris très loin de son contexte immédiat. Tout cela peut valoir sans grand changement pour toutes sortes d'activités artistiques, à vrai dire. Vous pourrez en faire l'exercice vous-même. Voyez, du côté des règles du théâtre classique, telles que maniées par Racine, de la narration romanesque dans les œuvres de James, de la construction des grands poèmes didactiques de Hölderlin, de la fonction du leitmotiv chez Wagner, du pouvoir synthétique des immenses tableaux religieux de Tintoret, de la fonction du silence chez Webern, du traitement de l'espace chez Nicolas de Staël ou du principe des séries chez Anselme Kiefer, et quantité d'autres. On peut donc conclure que la mathématique est une branche de l'esthétique. Nous appellerons cette tendance C aristotélicienne. Enfin, la tendance D, anthropologique elle aussi, se prononcera pour une forte dissymétrie entre art et mathématiques. Dans la même orientation initiale, soit la valeur purement anthropologique de l'art et des mathématiques, on considérera que l'esthétique mathématique diffère radicalement de tout autre. La tendance sera en fait, comme dans la tendance B, la nietzschéenne, de rabaisser la valeur de l'esthétique mathématique à raison de sa pauvreté subjective. Du fait que, dans l'espace même de l'anthropologie, elle ne parvient aucunement à servir l'homme dans ce qui lui importe vraiment.
les jeux d'écriture mathématiques seront considérés comme trop arbitraires et abstraits pour venir au point où se décide la seule chose vraiment importante, qui est le sens de la vie et l'expression critique de ce qui entrave la libre expression créatrice de la personnalité humaine. L'esthétique mathématique sera, et c'est un lieu commun, mais il a ses fondements, l'esthétique mathématique sera tenue pour froide, impersonnelle, peut-être même dépourvue de tout sens. En tout cas, on soulignera qu'elle n'a pas de rapport profond à l'intériorité et à l'inconscient du sujet, que l'art, lui, a pour fonction d'ébranler, de toucher, d'exprimer et de sublimer. La fonction critique et éthique de l'art sera tenue pour essentielle. Nous nommerons cette tendance D wittgensteinienne. C'est sans aucun doute la tendance dominante aujourd'hui parce qu'elle est adéquate aux formes victimaires, individualistes et dispersées en même temps de l'humanisme contemporain. Alors, c'est du point de vue de ces quatre tendances, platoniciennes, nietzschéennes, aristotéliciennes et wittgensteiniennes, que nous devons en venir maintenant à la question cruciale, impliquée par le deuxième choix dont je parlais tout à l'heure, soit celui qui porte sur le concept de forme. Le mot a-t-il ou peut-il avoir le même sens dans les deux disciplines qui nous occupent aujourd'hui? Que la question de l'art soit celle du déplacement de la frontière entre ce qui a forme et ce qui est tenu pour informe est une évidence. Après tout, on peut lire l'histoire de l'art moderne et contemporain comme la progressive inclusion d'une part grandissante d'informes dans des dispositifs qui sont formels, au moins en ceci qu'ils sont séparés, fût-ce par presque rien. Avec Duchamp, comme on sait, et cela dès le début du dernier siècle, la séparation de n'importe quoi, par exemple d'un urinoir ou d'une roue de bicyclette, est réduite à son exposition et à son étiquette nominale. Cela suffit pour que cet objet quelconque fasse fonction d'œuvre d'art et puisse être signé comme tel. L'art est peut-être aujourd'hui le lieu où s'expérimente de façon infinie la lisière constamment déplacée entre l'immédiatement informe et le formel. Ce qui implique aussi l'exploration des différents modes de séparation et d'inséparation entre ce qu'un ou des sujets décident, d'une part, et ce qui est déjà donné de l'autre. Aller le plus près possible de l'inséparation. Réduire l'exposition qui valide la signature à presque rien est le but explicite du théâtre sans théâtre, de la performance incluse dans le tissu de la vie ordinaire, de l'objet exposé n'importe où, du bruit enregistré comme une musique, et ainsi de suite. Au fond, l'art contemporain demande en acte ce que c'est qu'une forme, en explorant ses possibilités différentielles minimales. Que par ailleurs il soit question de forme en mathématiques est un aspect dominant des mathématiques modernes et contemporaines. À la notion primitive d'objet mathématique, comme les figures de la géométrie et les nombres de l'arithmétique, a succédé le règne des structures et des relations constitutives de ces structures. Toute une école mathématicienne s'est présentée après Hilbert comme formaliste, et certes, le paradigme formel peut changer. Il est certain qu'il était dominé par l'algèbre dans les années 30 du dernier siècle, par la géométrie topologique ou différentielle à la fin du même siècle, et il est aujourd'hui plutôt constructiviste ou algorithmique, sous la pression, il faut bien l'avouer, de circonstances extérieures. Nous avons après tout la mathématique que mérite l'obsession des calculs financiers et la domination écrasante de l'informatique. Mais dans tous les cas, ce sont bien la nature des relations formelles qui définissent ces paradigmes intramathématiques
et non l'existence supposée naturelle de tel ou tel type d'objet. Donc, qu'il y ait forme dans les deux cas n'est pas notre problème. Mais le mot forme signifie-t-il la même chose dans les deux cas? Tout le point est que cette réponse va varier selon qu'on appartient à l'une des quatre tendances dont je faisais tout à l'heure la construction. Un platonicien, un homme de la tendance A, va répondre sans doute oui. Si forme veut dire ce qui nous oriente vers l'idée, une œuvre d'art ne méritera d'être admise que si, quel que soit son apparat et sa séduction sensible, ce qu'affirment sa ou ses formes est en dernière instance de nature purement intellectuelle. On pourra même dire qu'une œuvre d'art est le mouvement articulé de ses propres formes. Je veux dire par là que ce qui la constitue est bien, comme en mathématiques, un système de relations. La différence est que l'œuvre d'art se propose d'activer ces relations directement dans le sensible entre des différents blocs d'objectivité, sonores, visuels, lisibles, qu'elle extrait du réel pour les exposer au public. J'irai jusqu'à dire que de ce point de vue, il n'y aura pas pour le platonicien de différence de nature entre une œuvre d'art et un théorème. On objectera que l'œuvre d'art est une singularité qui doit être vue, reçue, comprise, c'est vrai, mais un théorème aussi doit être reçu et compris pour qu'on ait une idée de ce qu'est son existence comme théorème. Ce n'est pas une différence de principe. Un théorème est-il plus opaque, en tant qu'il se meut vers le plan des idées, qu'une sonate de Boulez ou un tableau de Pollock? Demande-t-il à ses témoins des efforts de nature réellement différente? À mon avis, nullement. Un poème de Mallarmé ou de Wallace Stevens exigeait du lecteur de leur époque une attention à la nouveauté des relations mises en jeu, du même type que ce que les derniers quatuors de Beethoven exigeaient de l'auditeur du début du XIXe siècle, ou de ce que comprendre la théorie de Galois demandait en mathématiques à l'amateur éclairé. Bon, on aura compris que je suis platonicien, je parle au nom de la tendance A. Le prix à payer est une sévère discrimination dans le domaine de l'art. Que l'identité ci-dessus entre le théorème et l'œuvre soit pertinente suppose une orientation artistique déterminée et que la lisière entre la forme et l'informe ne soit pas exagérément obscurcie. En mathématiques, même quand vous parlez de l'informe, quand vous faites par exemple une théorie du chaos, vous êtes dans des formalismes transparents. Le platonicien exigera de l'art que si près qu'il se tienne de l'informe, du trash, de l'obscène, la distance formelle qu'il détient soit perceptible et affirmée. Ce qui veut dire qu'il maintiendra le souci primordial des relations entre les blocs de réel sensible, sans le sacrifier au mouvement spontané de l'expression ou au souci de l'effet violent. Chacun trouvera sans peine des exemples de ce que cette position entraîne d'adoption et d'exclusion. Évidemment, un homme de la tendance B, un Nietzschéen, ne raisonnera pas du tout de la même façon. Pour lui, la forme dans l'art est une projection de l'énergie vitale, une excroissance créatrice de ce qui nous lie à la grande affirmation terrestre. Comme il l'écrit, Zarathustra mourant tient la terre embrassée. L'art procède en définitive du corps. Certes, il coupe avec les usages ordinaires du ressentiment et de la culpabilité, mais ce n'est que pour mieux découvrir l'affirmation sainte, comme dit Nietzsche, qui constitue notre appartenance à la puissante vie inorganique. Il y a en revanche dans les mathématiques quelque chose de rabougri et de grisâtre. Même si la science est, surtout pour le jeune Nietzsche, une discipline émancipatrice, elle ne l'est pas par sa dimension formelle, précisément, mais par sa puissance critique concernant en particulier le préjugé chrétien. L'art, en vérité, n'a que faire des mathématiques, il doit bien plutôt nous en libérer, nous libérer des relations formelles et des lois qu'elles imposent,
pour nous permettre de découvrir la multiplicité et la variabilité infinie des interprétations. L'art doit rester aussi sauvage que possible, une sauvagerie lumineuse qui ne sacrifie nullement l'idée, qui l'exalte, mais sans renoncer à sa sauvagerie. Peut-être dans nos temps, le manifeste de l'orientation nietzschéenne est donné par la danse, d'où sa position très importante dans le dispositif esthétique contemporain. La danse est une directe mobilisation du corps, et ce n'est pas pour rien que pour Nietzsche, Zarathustra est, dit-il, un danseur enragé. Pour savoir ce qui se joue dans l'orientation nietzschéenne, celle d'un corps tout entier transporté et transfiguré, on pourrait dire celle d'une idée inséparée du corps, regardons toutes les interprétations chorégraphiques du Sacre du printemps de Stravinsky, de Nijinsky à Pina Bausch et tous les autres, en passant par Béjart et tous les autres. On y verra, à mon avis, l'histoire de la forme corps, de la forme vie, telle qu'elle dispense l'art, justement, de toute consomption mathématique. Mais l'homme de la tendance C, l'aristotélicien, va tenir encore un autre propos. La forme, pour lui, est une abstraction commune aux arts et aux mathématiques, parce qu'elle accepte des normes générales qui surplombent les uns comme les autres. Ordre, symétrie, mesure des effets, etc. Alors pourquoi cela? Parce que nous ne sommes plus sur le plan de l'idée, mais dans la recherche d'une anthropologie raisonnable. C'est elle, cette anthropologie, qui distribue la norme éthique, qui est la norme la plus importante. Et cette norme promeut l'équilibre, l'épanouissement personnel, la mesure, la venue de chacun à la place qui lui convient. Si les mathématiques pour Aristote sont une esthétique positive, c'est parce qu'elles se gardent du monstrueux, de l'exception bizarre et des relations boiteuses. Même quand elles rencontrent des obstacles apparemment pathologiques, comme des rapports géométriques irrationnels, des fonctions continues qui n'ont de dérivée en aucun point, ou des ensembles infinis de points dont la mesure est nulle, toute chose en effet de prime abord tout à fait surprenante, les mathématiques finissent toujours par les intégrer dans des théories systématiques. L'esthétique mathématique calme toutes les excentricités fictives de la raison, comme l'esthétique théâtrale nous purge des passions néfastes. L'aristotélicien est un humaniste, tout simplement. C'est lui qui, au nom précisément de la forme, se méfiera du formalisme exagéré de la théorie des ensembles, tout comme de l'abstraction du sérialisme intégral chez Le Boulez des années 50. Il dénoncera la théorie des catégories comme un non-sens abstrait, tout en même temps qu'il verra dans l'attraction des arts contemporains pour le morbide et le répugnant une exagération détestable. L'aristotélicien est et demeure, quant aux formes, l'homme du juste milieu, en mathématiques comme en art, aligné, pour la circonstance, ni trop proche de l'idée, et donc opposé au formalisme, ni trop proche de l'informe, et donc opposé au sensualisme. À cette condition, mathématiques et art ont en partage ce qu'on pourrait nommer la bonne forme. L'homme de la tendance D, enfin, le Wittgensteinien, proposant encore une autre façon de voir les choses. Pour lui, c'est la prétendue forme mathématique qui est informe. Qu'est-ce en effet que l'idée, ou qu'est-ce c'est la même chose que le salut moral du sujet? C'est ce qui outrepasse et le monde et le langage ordinaire et parvient à donner sens à l'existence au-delà des jeux de langage auxquels l'empirie nous contraint. C'est au-delà de l'expérience ordinaire et de nature esthétique ou éthique, et pour Wittgenstein en personne, esthétique et éthique sont la même chose, la même forme, qu'il appelle l'élément mystique. Cet élément est affectif, éthique et esthétique, et il s'oppose à la forme mathématique, qui est une monotone succession d'égalités, un calcul sans pensée,
une forme creuse qu'on peut traiter, comme il le fait, de plaisanterie. Wittgenstein dira, je le cite, « Le sentiment des frontières du monde, voilà ce qui est mystique. Et c'est bien là ce à quoi la forme artistique travaille sans relâche, former en chacun le sentiment des frontières du monde. C'est pourquoi la forme artistique est toujours lacunaire, imprévisible, instable. Elle expose l'incertitude critique de notre appartenance au monde. Elle est nomade et fuyante. La forme mathématique et l'écriture répétitive des tautologies possibles. Alors finalement, vous le voyez, il y a un quatuor discordant quant à la question qui nous occupe et qui est en dernière instance celle de la forme en mathématiques et en art. Le premier violon, la tendance A, le platonicien, nous dit que la forme, pour autant qu'elle est toujours chemin vers l'idée, relève en définitive de la même orientation de l'action créatrice ou de la pensée, qu'il s'agisse de l'œuvre d'art ou du théorème de mathématiques. Le deuxième violon, la tendance B, le nietzschéen, nous dit que la vraie forme est toujours issue de la vie terrestre et corporelle, qu'elle s'accomplit dans la danse existentielle qui nous ouvre à l'affirmation dionysiaque. L'art seul dispose de la puissance d'une telle forme. La mathématique, si virtuose qu'elle soit, est un exercice de moine. Elle a une odeur d'obsession coupable. Ce n'est que tout à fait exceptionnellement qu'elle retrouve la vigueur de sa naissance, le retour éternel de sa violence grecque. L'alto, la tendance C, juste milieu l'alto, la tendance C, l'aristotélicien, nous dit que toute forme est une production située dans l'espace anthropologique. Elle est donc sous une norme humaniste et mesurée et ne fait nulle différence sur ce point, qu'elle soit mathématique ou artistique. Dans tous les cas, la forme dispose d'une fiction dans la dimension sereine d'un ordre. Et le violoncelle, la tendance D, le wittgensteinien, nous dit que toute forme est mystique et que l'élément mystique est justement ce dont la mathématique est absolument incapable. En vérité, pour aller au-delà de l'enclos du monde, explorer par le sentiment ses frontières, il faut l'invention de formes esthétiques et éthiques qui outrepassent absolument la tautologie où se résout le calcul mathématique. Alors on pourrait dire, pour conclure, choisissez votre tendance. Et en vérité, sans doute l'avez-vous déjà choisi. Vous ne m'avez pas attendu. Alors j'ajouterais cependant qu'il y a parfois une mystérieuse harmonie de notre quatuor. Soudain, nos quatre solistes s'accordent sur ce qu'est une forme, mathématique ou art, ne faisant plus différence. C'est quand se produit dans un champ ou dans l'autre une mutation si capitale, une nouveauté si lumineuse, qu'à son pouvoir, nul créateur de bonne foi ne peut résister. C'est la puissance propre de ce qui se donne, non comme la continuation d'une tendance ou d'une école, mais comme un événement, si fort qu'il balaie les oppositions subjectives concernant la relation de l'art et de la science. C'est en général quand se prépare ou que mûrit un événement de caractère historique qui provoque ou impose un bouleversement si général que les tendances que nous avons distinguées fusionnent pendant un temps. On voit cela, je pense, à la Renaissance et au début du XVIIe siècle, quand tout le monde circule entre les nouveautés foudroyantes de la science, algèbre et physique, et les mutations non moins radicales des arts picturaux, musicaux, théâtraux. Pensez à la figure de Léonard de Vinci. On le voit aussi, je pense, au début du dernier siècle, avant la guerre de 14, quand un mouvement vertigineux gagne aussi bien la peinture que l'algèbre, la physique que la musique, l'axiomatique que le roman, la logique formelle que la poésie. Alors soudain, quelque chose se fait entendre quant à la forme
quant à son rapport aux anciennes formes, comme à son rapport à l'informe, quelque chose qui transite tout sujet et transite dans tous les domaines où des vérités sont en question. On peut penser à Joyce, à Freud, à Einstein, à beaucoup d'autres. C'est ce qu'on appelle un événement des formes, ou un événement du rapport entre les formes, d'une part, et d'autre part, quel que soit le régime de ces formes, l'idée qui les oriente. Mûrit à ce moment-là un événement dont on pourra dire qu'il est politique, au sens où il va récapituler dans une mutation de l'ordre collectif général la convergence ou la divergence entre les autres types de vérités, et singulièrement entre l'art et les sciences. Alors dans ces temps, sans trop songer à son ancienne position, A, B, C ou D, chacun peut dire, comme le dit par exemple René Char dans le recueil L'éclair me dure, l'éclair me dure. Je le cite, « Comment dire ma liberté, ma surprise, au terme de 1000 détours, il n'y a pas de fond, il n'y a pas de plafond. » Dans le mouvement des formes, entre les mathématiques sévères d'un côté, comme les nomme Lautréamont, et de l'autre, musique, théâtre, poème, peinture, roman, architecture, sculpture, cinéma, danse, vidéo, performance, installation, et aussi tout ce qui vient et va venir, nous sommes aujourd'hui, nous le savons, plutôt dans l'espace clos et confus des 1000 détours. Mais si nous en croyons Char, ces 1000 détours ont un terme où chacun pourra dire, à sa surprise, une liberté nouvelle, un monde où il n'y a plus ni fond ni plafond. Merci. Bien, je remercie vivement Alain Badiou pour cette conférence. Nous sommes assez contraints par les limites de l'horaire et la mise en place du concert qui suivra, mais néanmoins, si vous en êtes d'accord, nous avons quelques minutes pour une ou peut-être deux questions. Un aristotélicien, un wittgensteinien, peut-être pas les quatre, mais... Merci beaucoup. Mais s'il n'y a pas de fond, alors nous sommes dans l'Abgrund, l'abîme. Quel est le pas apocalyptique qui nous attend? Bien sûr, ça, je ne veux pas m'engager dans des propos messianiques, mais il est vrai que lorsque le défaut de l'événement des formes se fait sentir, quelque chose nous expose à une limite qui est en effet la limite de l'informe, la limite où l'informe et l'abîme se confondent. C'est le propre des périodes qu'on peut dire intervallaires, des périodes troubles qui, entre un événement des formes et, espérons-le, un autre événement des formes, font justement les 1000 détours qui exploitent jusqu'aux plus extrêmes conséquences des dispositifs formels distincts. Nous sommes dans un moment comme cela, on le sait bien, d'où quelque chose de constamment équivoque, à la fois dans la distribution formelle artistique et dans la distribution formelle mathématique, quelle que soit par ailleurs la position ABCD qu'on a sur leur dialectique. Du point de vue des formes artistiques, cela se donne évidemment dans le multiforme, c'est-à-dire dans un multiforme à l'intérieur duquel la question de savoir si même la forme est en fin de compte importante est aux lisières de sa dissolution, c'est-à-dire où l'informe peut se prodiguer ou se présenter au prix d'une mince séparation comme l'équivalent d'une forme. Et j'entends bien souligner ici que cette expérience est inévitable et nécessaire, je ne la critique pas. Je dis que dans l'esprit du temps, on parvient nécessairement de façon multiformée à cette limite extrême.
Et dans les mathématiques, à l'inverse, en un certain sens, c'est l'emprise grandissante d'une vision algorithmique et pragmatique des mathématiques, finalement, qui pèse petit à petit sur l'inventivité véritable, dans la mesure où elle asservit le dispositif mathématique à des opérations extérieures. Tout le monde sait la désolation que peut provoquer le fait que des esprits mathématiques brillants et prometteurs considèrent que leur avenir est celui d'un trader. Voilà. Et comment aussi, par ailleurs, l'enthousiasme purement désintéressé, si je puis dire, l'enthousiasme mathématique qui tient exclusivement à la vigueur intrinsèque de la productivité mathématique peut être menacée simplement parce qu'elle est inadéquate au monde tel qu'il est, c'est tout, pas parce qu'elle serait faible par elle-même ou en elle-même. Alors voilà, oui, je consens évidemment à dire que la situation est mêlée, confuse, difficile. Elle est celle des 1000 détours dont parle Char. Mais je suis d'accord avec lui pour dire que ces 1000 détours, pour autant qu'ils continuent à s'obstiner dans une voie ou dans une orientation à laquelle on peut tenir, contribuent au terme, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas séparés de la possibilité d'une issue positive à la situation complexe que nous traversons. Autrement dit, je pense avec lui que si même l'événement salvateur est toujours une surprise par définition, il n'en reste pas moins que tout ce qui a été fait dans chacun des ordres que nous connaissons et dont nous parlons aujourd'hui, tout ce qui a été fait pour explorer, rectifier, transformer, inventer un régime de forme novateur et fécond, est utile et sert. Autrement dit, il est indispensable dans chaque ordre de formalisation de garder courage. Il y a une autre question ici, monsieur. Il existe peut-être une autre position que la position A, que la position B, que la position C ou que la position D. Disons, il y a une mauvaise compréhension des mathématiques de la part de Wittgenstein. Il ne connaissait pas vraiment les mathématiques et il en a parlé. C'est bien malheureux parce qu'il a contribué à répandre, disons, des idées, des jugements faux sur les mathématiques et qui ont eu des conséquences sociales que nous connaissons. D'une manière générale, il est important, effectivement, de connaître les mathématiques et, comme disait Darwin, toute connaissance vraie est généalogique. Autrement dit, il est nécessaire de connaître comment les mathématiques se sont constituées. Elles se sont constituées en couches successives, chaque couche étant l'étude de la couche qui précède. Et la couche principale, la couche de base, est une couche, disons, qui relève presque de la physique théorique. C'est une représentation de quelques phénomènes essentiels, courants, fondamentaux du monde habituel, du monde physique. Et ce qui est important maintenant dans les mathématiques, c'est moins l'aspect algorithmique que l'aspect conceptuel. On est arrivé, disons, à ce niveau-là. Dans ce, justement, vous avez cité Grothendieck, dans ce que Grothendieck raconte, eh bien, ce qu'il a mis en évidence, ce sont des concepts qui ont, disons, une étendue absolument importante, dont on ne pouvait au départ préjuger l'importance, et qui se sont révélés justement importants par leur fécondité. Alors, donc, ma question est un petit peu celle-ci. Comment définiriez-vous de manière un peu précise la forme et l'idée ? Oui, je voudrais vous remercier dans le rappel que vous faites de, premièrement, la nécessité, quand on parle des mathématiques, de regarder un peu ce que c'est et de ne pas propager à leurs propos des idées néfastes. Le cas de Wittgenstein est un cas particulièrement
défini, et c'est pour ça que je l'ai retenu. C'est qu'on ne peut pas dire qu'il n'y connaissait rien. Il était en état de comprendre, et il a même contribué d'une certaine manière à certains aspects de la formalisation de la logique, etc. C'est donc de manière délibérée, si je puis dire, par une sorte de méchanceté formelle, qu'il a diffusé sur les mathématiques des propos diffamatoires. Voilà, donc ça, je suis d'accord avec vous, il faut connaître. Mais comme on le voit avec Wittgenstein, la connaissance n'élimine pas nécessairement la tentation de la diffamation. De rappeler aussi que tout ça est une histoire, la constitution sédimentée d'une disposition où chaque niveau constitue une réinterprétation aussi du niveau qui précède dans des extensions formelles, précisément, différentes. Tout ça est tout à fait important à rappeler. On oublie trop souvent, je crois, que les mathématiques ont une histoire. Et autant quand l'homme musicalement cultivé parcourt l'histoire de la musique, autant la tendance pour les mathématiques peut être de se spécialiser immédiatement dans les derniers problèmes sans envisager cette beauté, en réalité, de la création mathématique dans son histoire. Tout cela est tout à fait important. Alors, du point de vue de la question de la relation de la forme à l'idée, mais on va être obligé, évidemment, de distribuer les choses selon les tendances. Il n'y a pas une réponse univoque sur ce point-là. Disons que je crois qu'il y aura vraiment, alors là, deux orientations primordiales. La première qui considère que la forme de l'intellectualité mathématique est une forme stabilisable, si je puis dire, dans son intention, dans son développement, dans la vision qui est la sienne, dans la direction d'une intelligibilité maximale de ses propres opérations. Et puis on aura une tendance qui considérera que, comme toute autre chose, la mathématique est une création fictionnelle de caractère anthropologique et qu'il faut donc étudier de près les besoins auxquels elle correspond, les services qu'elle peut rendre, et considérer qu'elle est toujours prise, après tout, dans un tissu d'intérêt institutionnel, de destination, etc., et qu'il faut l'éclairer aussi d'un point de vue anthropologique. Et dans ce cas-là, évidemment, la relation de la forme et de l'idée sera limitée, bordée ou éclairée par des considérations extrinsèques. Autrement dit, ou bien cette relation de la forme à l'idée peut être éclairée et pensée de manière intrinsèque, ou bien elle ne le peut pas. Ça, c'est ce qui, quand même, va distinguer les deux orientations, anthropologiques ou platoniciennes. Alors, je voudrais ajouter sur ce point que il y a des arguments dans tous les sens, parce qu'une question tout à fait fascinante en mathématiques, c'est de savoir pourquoi, à un moment donné, on s'intéresse plus particulièrement à un type de problème qu'à un autre. La variation historique dont vous parliez, elle est aussi là. C'est-à-dire, est-ce que c'est un effet de mode? Est-ce que c'est parce que tout d'un coup, un théorème nouveau délivre toute une vision, tout un paysage qu'on n'avait pas vu? Enfin, il y a toute une série de questions de cet ordre, qui sont aussi, évidemment, des questions de quel est le rapport historique et matériel entre la forme et l'idée. Voilà ce que je voudrais dire tout de suite. Il y avait une dernière question, peut-être. Monsieur avait demandé de là-bas. Bonsoir monsieur. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'inspiration? Je n'entends pas. Pourriez-vous nous parler de l'inspiration? De? Non. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'inspiration? L'inspiration? Oui, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, je peux vous parler de l'inspiration. Beaucoup de mathématiciens insistent sur l'inspiration et insiste en particulier sur sa soudaineté. Il y a des exemples anecdotiques fameux, Poincaré posant le pied sur une marche de tramway et résolvant tout d'un coup, ayant tout d'un coup une vision, véritablement, de l'étendue du problème qu'il se posait, etc. Et donc, il semble bien qu'il soit dans la nature de la forme mathématique, comme de la forme artistique, de devoir être soutenu par des discontinuités subjectives, et pas seulement par le résultat d'un labeur. Il est probable d'ailleurs qu'il y a des mathématiciens plus inspirés et des mathématiciens plus laborieux. Il y a un peu deux espèces. Il y a des mathématiciens redoutables qui étaient des calculateurs
capable de soutenir un calcul extrêmement compliqué et extrêmement difficile pendant 60 pages consécutives, alors que depuis longtemps, n'importe qui se serait perdu, égaré et aurait renoncé. Il y a par contre des mathématiciens chez qui la vision de l'idée, alors presque directement la vision de l'idée, est d'une puissance telle que ce qu'ils rédigent ne permet pas toujours de bien comprendre cette idée, puis on s'aperçoit après coup que oui, que c'était bien ça. Mais alors là, c'est des génies particuliers, c'est les Rimbaud des mathématiques, si vous voulez, Galois ou même Riemann, en un sens, qu'on pourrait confronter à des gens comme Poincaré ou Euler, hein, étant donné que de toute façon c'est un génie équivalent qu'on parle. Donc l'inspiration, c'est un vrai problème. Est-ce que c'est la même chose que l'inspiration artistique? Là aussi, je pense qu'un Nietzschéen aura quand même l'idée que non, que ce n'est pas la même subjectivité, qu'il y a quelque chose dans la subjectivité mathématique, même inspirée, qui est trop proche de la discipline, de la règle, de l'inférence, de la contrainte, de la loi, pour être comparé vraiment à l'inspiration du poète ou du musicien. Par contre, en ce qui me concerne, moi, je ne verrais aucune difficulté à considérer que les inspirations sont très comparables en fin de compte. Très comparables en fin de compte, et que dans les deux cas, de toute façon, il y a une dialectique entre le travail, l'appropriation de ce qu'ont fait les autres et les discontinuités de l'inspiration, qui est tout de même tout à fait analogue. Mais ça, ce sera un point de vue immédiatement, en vérité, soupçonnable de platonisme quand même. J'avais une question. J'avais une question par rapport à votre quatuor tout-puissant. Est-ce que finalement, toute œuvre de valeur n'échappe-t-elle pas à ce quatuor? Vous avez pris l'exemple du Sacre du Printemps comme exemple de nietzschéisme débridé dans la danse. Mais finalement, dans le Sacre du Printemps, il y a autant de préméditation, de construction, de rigueur sous un aspect et de folie d'hybris sous un autre. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas dire, à partir de ces catégories si brillamment tracées, que finalement toute œuvre valable échappe à ça, et que peut-être, c'est une question que je vous pose, la relation de l'art aux mathématiques, c'est le moment de crise où l'art cherche une certaine autonomie et voit dans les mathématiques un monde autonome, de la même façon que dans Être événement, au moment où il fallait construire une métaphysique, vous vous appuyez sur l'autorité du mathème. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de similaire finalement? Oui, la question que vous me posez porte sur le point de savoir quelle est la place exacte de l'intervention du philosophe dans cette affaire. Parce qu'effectivement, il n'est pas tout à fait la même chose de se demander quelle est, du point de vue de l'art, la relation entre art et mathématiques, et de se demander quelle est, au fond, l'histoire, la disposition et la pensée générale de cette relation. C'est ça que j'entends dans votre question. Bien entendu, on pourra dire qu'en définitive, toute œuvre réelle, toute œuvre d'art effective est, si je puis dire, jouée par le quatuor consonant. C'est un peu ce que je laissais entendre à la fin. Si finalement on est dans une événementialité artistique véritable, et en un certain sens, toute œuvre existante est un événement, un petit événement ou un grand, mais est un événement, alors d'une certaine façon, ces distinctions se brouillent un peu, même si une orientation reste dominante, les autres vont s'y intégrer et vont suivre. Sur l'exemple que vous donnez du Sacre du Printemps, je voudrais dire que c'était l'histoire chorégraphique que je prenais comme illustration d'une histoire du nietzschéisme au XXe siècle. Si on regarde de près la partition du Sacre du Printemps, on va aboutir à des conclusions assez différentes. Je suis bien d'accord avec vous. On va voir que le calcul des insistances rythmiques est très savant, etc., et que finalement, on peut rapprocher ce mode de construction de quelque chose des mathématiques. Ça nous montre évidemment que, comme toujours, il y a une complexité terminale qui finit par entrecroiser les variations, mais que cet entrecroisement est rarement un entrecroisement dans le discours. C'est un entrecroisement actif, un entrecroisement événementiel, un entrecroisement dans l'œuvre elle-même. Bien, il faut que nous en restions là. Je remercie de nouveau Alain Badiou.